Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans mon quotidien où je vais te montrer comment fonctionne une application ou du moins un template que je suis en train de reconcevoir de A à Z. Alors bien sûr, on va aussi aller un petit peu dans la code base, donc je vais te montrer un peu l'envers du décor et je vais surtout te montrer que tout ce que j'ai fait m'a coûté quasiment que dalle. Alors, on va par exemple ouvrir mon Cloud Code. Et on peut voir ici que sur le début de la session, donc il faut savoir que j'ai été réinitialisé vendredi à 8h du matin. Et donc là, nous sommes lundi, donc j'ai pas codé du week-end, j'ai tout simplement travaillé ce matin, donc là pendant 2 heures, et j'ai aussi travaillé vendredi pendant à peu près 4 heures. On peut voir que j'ai consommé seulement 3% de ma session hebdomadaire. Vous allez vous dire, mais c'est strictement ridicule. Et pourtant, ça m'a pas empêché de concevoir un nouveau template de A à Z. Alors comment j'ai fait tout ça? Eh bien justement, c'est le but dans cette vidéo, de vous expliquer comment on travaille efficacement avec une IA. Bien sûr, il y aura le côté formation Code Starter qui vous apprendra derrière comment on fait une requête, comment on fait un skill, comment on code, comment si. Donc tout vraiment l'arrière-plan sera plutôt dans la formation. Là dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'aspect principal, comment fonctionne le template, qu'est-ce qu'il a à disposition et surtout les choix techniques. Donc principalement, le template fonctionne sous Next.js, backé bien sûr en TypeScript. Je repose aussi sur la base de données avec PostgreSQL. On a du Stripe, on a du Mux Video, on a également Betterroad pour l'authentification et on a pas mal de choses comme Zod pour les validations. Enfin, on a pas mal de dépendances supplémentaires vu que Next.js c'est la coquille et derrière on vient compléter avec différentes bibliothèques. Donc déjà principalement par rapport à mon ancien template, j'ai dû le restructurer parce que le précédent avait été fait un petit peu à la va-vite, il était quand même sécurisé mais pas très bien rangé. Et là cette fois-ci j'ai préféré une architecture complètement différente avec le dossier app avec effectivement les pages comme d'habitude, le not found, le unauthorized que j'avais pas mis sur le précédent. Et maintenant, toute la logique est directement dans un dossier lib. Lib, trier les accès, les actions, les composants, les emails, les hooks, les éléments partageables, Stripe, les règles utilisateurs, les utilisations et les validations. Enfin, on en a tout un tas et tout est vraiment bien organisé dans un sous-dossier. Alors ça, bien sûr, j'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas tout fait 100% à confiance de l'IA. Là, 98% a été fait par l'IA, il y a seulement 2% qui ont été faits par moi, mais les 98% ont été drivés par la méthode que je lui ai donnée. Ça, c'est important à comprendre parce qu'on a ici le dossier Claude avec les conventions, les settings et les skills. On peut voir que tous les skills qui sont là sont des nouveaux skills. Je les ai tous recréés de zéro, donc là j'ai un peu plus d'une dizaine de skills qui sont disponibles. Quasiment 20 skills même, qui sont disponibles là pour m'aider tout simplement à faire évoluer mon template et qui seront aussi disponibles pour les adhérents de la formation lorsque Code Starter va passer en V5. Pour l'instant, on est en V4. Et donc ce template là, comment il fonctionne? Donc on peut voir qu'on a notre fameux dashboard, on a ici la subscription, on a les settings avec la possibilité d'avoir une photo de profil, les informations de compte, la possibilité de supprimer son compte qui est quand même une directive réglementaire, on n'a pas le choix de l'importer. On a aussi le côté user ici du côté admin avec notre breadcrumb qui va être tout en haut, avec la possibilité de rétrograder, améliorer en pro ou tout simplement baisser le rôle. On a ici un petit feedback de la photo qui apparaît. On peut changer le thème de l'application, la passer en blanc comme en noir. Donc là, on utilise directement UseTheme. Et on a aussi la déconnexion qui passe donc par l'API de Betterroad. On arrive sur les formulaires avec un arrière-plan assez moderne. Et sur l'application, le Back to Home, on a aussi ici la Legal Notice, le Term of Use, Term of Sale et Privacy Policy qui sont obligatoires, je le rappelle, sur un site internet du moment on compte avoir une clientèle dessus, un produit ou un projet. Et donc là, on est vraiment sur un état minimaliste, mais c'est la base de ce template. Alors, la question, c'est combien de temps ça m'a pris pour créer ce template depuis zéro. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinstallé une application Next.js en partant vraiment from scratch. Et ensuite, j'ai créé ma navigation, mon pied de page, mon héros principal ici, les pages ici. J'ai ensuite directement concentré mes efforts sur la page de login et register. On avance petit à petit. Et donc, j'ai dû créer mes prompts, créer mes skills au fur et à mesure que j'avançais pour qu'ils soient de plus en plus optimisés. Et donc, ce qui fait concrètement le résultat qu'on voit ici, les 3%,
C'est tout simplement parce que j'ai travaillé session après session plutôt que de rester dans le même fil de discussion et dire à Claude j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, j'ai avancé section par section, c'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé sur la page ici, comme je vous ai dit, la navigation, jusqu'à que ça me convienne. Si sur mobile c'était satisfaisant et qu'on avait bien le menu avec les présentations que je voulais, bon là forcément on voit le pied de page ici parce que j'ai que ça, je vais essayer d'ajouter une autre section. Mais tant que ça ne me correspondait pas, je ne passais pas sur une autre tâche en dehors. Ça évite de se perdre et ça permet de mieux référencer la documentation par rapport au template. Ensuite, pareil, quand on s'en va sur Sign In, ici, donc on avait la page de connexion et on avait aussi la page d'inscription. Dans mon ancien template, on avait tout simplement ici le name, on n'avait pas le username, donc ça pouvait porter un petit peu à confusion. L'email et le password. Donc dans l'ancien template, dès qu'on s'inscrivait, automatiquement on arrivait sur son back-office, ce qui était bien, mais j'ai rajouté une couche de sécurité qui fait que maintenant quand on s'inscrit, on reçoit un email de validation de compte pour s'assurer que c'est pas du spam. On clique sur le lien et hop, automatiquement, on est redirigé sur le login pour se connecter. Ça permet de valider son compte et d'utiliser à plein potentiel les fonctionnalités de Betterhot. Alors bien sûr, derrière, il y a le service de Resend qui va être très agréable à utiliser parce qu'effectivement, il y a les forfaits à 20 $ ou plus qui permettent d'envoyer des emails comme ça en masse. C'est très peu cher et ça évite de dépendre d'un SMTP. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais me connecter et je vous retrouve juste derrière. Une fois qu'on est connecté, donc pour l'instant on est sur quelque chose d'assez minimaliste, forcément ça va être le point de départ de mes applications. On a toujours notre fameux trigger qui est juste, enfin notre toggle qui va permettre de passer en masqué ou en affiché directement la sidebar. On a le petit welcome back ici qui est juste un placeholder. On a la partie subscription, donc moi je ne fonctionne pas sous système d'abonnement, je déteste les abonnements. Moi je préfère tout simplement faire du one shot en lifetime, c'est-à-dire de ne pas passer par le portail Stripe, etc. Statistiquement on sait très bien que les gens qui s'abonnent finissent par se désabonner, autant prendre une licence ou pourquoi pas à la limite à un moment donné passer sur une licence qui expire pour pouvoir pourquoi pas reprendre au fur et à mesure, mais mes applications fonctionnent toujours sous cette directive. On a ici l'historique des paiements qui va apparaître, donc là on peut voir que j'en ai plusieurs que j'ai mis en refound sur mon interface de test. On va avoir les settings avec la possibilité, comme j'ai dit, de mettre sa photo, de la supprimer. On va également avoir le panneau utilisateur comme on a vu tout à l'heure, donc on a des fonctionnalités qui sont extrêmement simples, dont aussi notre fameux dashboard breadcrumb. Et tout ça dans le code, et bien qu'est-ce que ça donne? Et bien on va avoir un exemple. Quand on crée une application, ce qui compte, c'est l'organisation, la structure qu'on va lui donner. J'aime bien donner un exemple à mes adhérents, je vais vous le donner ici. Quand vous appuyez sur un interrupteur, la plupart du temps, vous pensez « Oh super, la lumière s'allume ». Ben oui, mais pourquoi elle s'allume la lumière? Eh bien, vous appuyez sur l'interrupteur, ça envoie une impulsion électrique, ou ça au compteur. Le compteur, il va faire quoi? Il va vérifier que vous avez un contrat d'électricité. Si le contrat d'électricité est ouvert, il va envoyer une impulsion dans le circuit électrique. La diode va s'allumer et tout ça en une fraction de seconde à la vitesse de la lumière. C'est beau la technologie. Et c'est à peu près la même chose dans l'application, c'est-à-dire que quand on veut créer quelque chose, admettons, ici on va aller par exemple dans mon app, on va aller ici dans le groupe d'app, dashboard, on va aller dans la partie classique. Je vais prendre un exemple un peu plus parlant, on a la partie subscription. Donc là forcément, admettons, on a besoin, donc identifier le besoin métier. Quand je suis dans les subscriptions, j'ai besoin d'avoir l'historique de paiement, pour quand même que l'utilisateur puisse voir ce qu'il a acheté, si jamais ça a été payé, si jamais ça a été remboursé ou autre. Donc on va découper le problème en plusieurs tâches, c'est-à-dire que je dois avoir un composant. Le composant, c'est lui, le paiement history, avec les lignes qui vont être ici. Donc ça, c'est la data. Donc on va toujours avoir notre composant en finale. On va avoir la logique métier derrière, donc avec la synchronisation base de données, c'est-à-dire qu'on doit avoir une query en premier, donc on décompose à l'envers. Premier, la query qui va aller chercher en base de données, c'est-à-dire que si on regarde ici dans mon dossier, alors option comme ça sera plus facile, on a la DB avec le singleton et on a ici le dossier query. Si jamais je m'en vais dans payment, list payment by user, on peut voir que nous avons toutes celles-ci qui correspondent uniquement sur l'historique des paiements. Elle est en use cache, donc ça c'est avec les dernières directives du cache components pour avoir quelque chose de statique et efficace. Le cache tag payment user ID et cache life en minutes, c'est-à-dire que chaque minute, ça va tout simplement invalider le cache, même si on l'a pas fait nous-mêmes.
pour toujours avoir quelque chose de bien frais. Et là, tout simplement, dans notre fonction, donc on a le item total donc dans les paramètres, on attend Prisma en transaction et sur la page size. Pourquoi? Parce que c'est paginé. Donc ça aussi, on a un composant dans Share, dans Components et dans Table Pagination. Lui aussi est connecté avec sa propre logique. Quand on va dépasser 10 éléments, automatiquement, sur notre bas ici, on aura une pagination. Exactement pareil ici pour la liste des utilisateurs. C'est prévoir pour plus tard, si jamais on a plus de 10 utilisateurs, plus de 10 transactions, il faut penser à tout, et bien au moins c'est déjà prêt. Ça évite de se presser, de se dire mince, j'ai pas pensé à la pagination. Et surtout, c'est rangé. C'est-à-dire qu'on a la partie lib, donc qui comporte tout, ici en shared, les components, parce que là on a le app name, ça c'est pour centraliser. Et on a le back to home, donc là on peut voir que c'est ce qui est directement sur mon formulaire de connexion et d'inscription. Donc je le mets ici, même si ça prenait que quelques lignes, parce qu'il est centralisé. Si jamais je refais une autre page plus tard, bah, au moins il est là. Le confirme dialogue, pourquoi il est ici? Parce qu'à chaque fois que je vais faire une action, admettons, ici je m'en vais dans download to user, je vais avoir ici une dialogue qui va apparaître. Êtes-vous sûr de vouloir faire cette action? Eh bien, tout simplement, cette logique est centralisée dans la confirme dialogue, ce qui fait que je vais pouvoir l'importer, ensuite décider de qu'est-ce qu'elle va faire et derrière l'action serveur qui va run au runtime et donc faire les changements. Le theme Toggle, c'est pareil. Ici, on a le theme Toggle qui est donc sur la page d'accueil, mais j'en ai fait un autre différent parce que le theme Toggle, c'était juste une icône. Vu que sur le dashboard, là, c'est sur une ligne complète, quand je veux changer le thème, eh bien, j'ai créé tout simplement le dashboard Toggle qui est un petit peu, qui est ailleurs, je crois qu'il est dans navigation, je sais plus exactement, ouais, Dem Dashboard Toggle, il est là. Et en fait, tout simplement, il est là, change app name. Donc, j'en ai fait un spécifique. Lui, il n'est pas réutilisable parce qu'il est spécifique au dashboard. Et donc, toute la partie dashboard, navigation sont directes ici. Par exemple aussi, la séparation du côté admin, on a la navigation pour les admins, la navigation classique parce qu'on rend statiquement la navigation de base pour tout le monde et la partie admin n'est que pour les admins. Donc on n'a pas de raison de la rendre await asynchrone en tout, c'est uniquement pour la partie qu'on a besoin. Et ouais, toute cette petite subtilité fait en sorte qu'une application devient propre, scalable, sécurisée. Vaut mieux prendre son temps à avoir quelque chose de bien rangé. Donc ça, j'ai vraiment pris le temps, ça m'a pris quand même un bon 4 ou 5 heures, c'est-à-dire qu'au lieu de coder, parce qu'on code plus aujourd'hui de nos jours, c'est fini ça, ce qu'on fait c'est qu'on met en place une équipe d'agents IA, une équipe d'agents, pas juste Claude Code, c'est-à-dire qu'il a un workflow de travail où il va parfois mettre des agents, faire un compte rendu, mettre un audit, et oui parce qu'on a aussi ici un skill qui va permettre d'aller faire un audit de l'application sur les failles existantes, expliquer l'audit de manière claire pour éviter de lui redire à chaque fois. On a également des skills pour éditer les fonctionnalités, on a un skill pour les nouvelles fonctionnalités, et en fait tout ça, ça suit un workflow précis, ce qui fait qu'on va peut-être un peu moins vite que ce qu'on voit sur plein de vidéos, en mode je fais run 8 agents dans 8 fenêtres différentes, et ouais mais qu'en est-il de la qualité du code? Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que si vous avez 45 fichiers et qu'au final, vous savez même pas pourquoi ils sont là et ni dans quelle organisation ils sont, et ben en fait, vous finissez par avoir un template complètement overchargé et ça devient un peu n'importe quoi. Donc voilà le but de la vidéo. C'était surtout de vous faire comprendre comment moi je travaille. Je fais un peu moins de vidéos en ce moment parce que je suis concentré sur cette partie-là et la mise à jour de la formation. Je reviendrai sur d'autres sujets. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous montrer que vitesse ne veut pas dire qualité, qualité avant quantité, ça c'est toujours important et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur ce bye bye.